7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le réserviste franco-israélien Noam Ohana. Bonjour Noam Ohana. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Noam, vous avez 45 ans, vous habitez Tel Aviv dans le civil, vous êtes gestionnaire d'un fonds international de capital risque. Nous vous avions reçu sur Europe 1 au mois de janvier, Noam Ohana, alors que vous étiez de passage à Paris. Vous étiez venu nous raconter les opérations militaires à Gaza auxquelles vous avez participé en tant que réserviste. Alors, vous êtes revenu vers nous, Noam, hier à propos de Sciences Po, votre ancienne école. Il va y avoir ce grand débat, ce town hall sur la guerre à Gaza ce matin, à la demande des étudiants après les blocages qu'ils ont menés la semaine dernière. Est-ce que c'est le Sciences Po que vous avez connu, Noam Ohana, ce Town Hall qui a lieu aujourd'hui ? Non. Je pense que dans le Sciences Po qu'on a connu il y a déjà plus 20 ans, il y avait quand même un goût pour la confrontation des idées, la confrontation politique, mais il y avait encore la volonté d'avoir des débats directs, de pouvoir se parler face à face et avec quand même un peu de sérénité, même sur des sujets compliqués. Mais ça n'est pas le cas, là, le fait qu'il y ait un grand débat, que les étudiants aient demandé justement à pouvoir discuter avec la direction, avec leurs profs, entre eux même. Il y a quand même cette idée de confrontation des idées. C'est un petit peu ça, cette idée, non ? Alors, je pense pas que ce soit le cas parce que déjà ce town hall a été obtenu dans des conditions un peu rocambolesques de chantage à l'administration, avec la volonté aussi de rompre les liens avec les universités israéliennes, qui un peu une demande un peu absurde venant d'une famille qui se réclame comme de gauche, alors qu'on sait que ces universités israéliennes sont le vivier de la gauche et du combat pour la paix en Israël. Et donc non, c'est pas vraiment les conditions d'un débat serein qui aurait pu être décidé de part et d'autre. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Oui. Est-ce qu'on en parle en Israël d'ailleurs, Noam Ohana, de ces mobilisations en cours dans les universités en France, à Sciences Po, mais aussi aux États-Unis, Columbia, UCLA, dans les facs américaines, ça bouge énormément, hein. On en parle beaucoup et on en parle avec consternation parce que moi, à titre personnel, et je peux le dire parce que je suis réserviste, j'ai fait j'étais 3 mois à Gaza, mais j'étais surtout 12 mois à manifester contre le gouvernement de Netanyahou dans la rue et donc on a du mal à comprendre un peu la trahison de cette famille de gauche à Sciences Po, à Columbia et dans les grandes démocraties. Trahison. Ah oui, c'est une trahison parce que le 7 octobre, ce sont les communautés les plus à gauche de l'État d'Israël qui ont été massacrées. Les gens qui ont été massacrés le 7 octobre dans les kibboutz, les collectivités agricoles du sud du pays, ce sont des gens qui votent à 80% pour Meretz, pour l'extrême gauche. S'ils étaient en France, ils seraient dans la rue contre Macron et la Macronie. Ok, donc ces gens qui ont des noms qu'on a complètement oubliés à Sciences Po et ailleurs, c'est la famille Simantov avec Tamar qui voulait devenir maire de toutes ces collectivités et qui a fait une campagne qui est encore en ligne et qui est morte avec ses 3 enfants, ses 2 jumelles de 5 ans, son fils de 2 ans et son mari brûlés vifs. C'est Chaim Katzman qui était un DJ et qui a fait son doctorat sur les tentatives de paix et qui est mort de manière atroce. C'est Viviane Silver qui avait 74 ans, qui a passé toute sa vie à militer pour la paix contre la déshumanisation des Palestiniens et qui est morte et dont on a même pas pu retrouver le corps parce qu'il restait que des restes. Tous ces gens-là, c'est le cœur battant de cette gauche israélienne qui demande à voir les Palestiniens comme autre chose qu'un ennemi. Ouais. Et ils ont été complètement oubliés, passés à la trappe par nos amis étudiants. Mais alors, on a vu ces dernières semaines, Noam Ohana, que être juif à Sciences Po, c'était pas évident. Il fallait un peu raser les murs. On pouvait se faire même virer de son l'amphi Boutmi. Hein. Il y a eu cette séquence il y a 2-3 semaines
semaine d'une étudiante juive qui a été recalée parce que juive justement, et donc comme considérée comme sioniste. Est-ce que c'était dur d'être juif à Sciences Po quand vous y étiez? Alors vous, c'était à la fin des années 90, vous en êtes sorti en 1999, Noam Ohana. Est-ce que déjà vous ressentiez une forme d'hostilité à votre égard? D'abord, c'est pas simple d'être juif en France, si vous me permettez, mais c'est quand même quelque chose avec lequel d'abord on apprend à grandir. Comme c'est pas simple d'être un jeune étudiant musulman qui s'appelle Mohamed et qui cherche un emploi, c'est juste que les difficultés sont autres. Donc nous, à l'époque, on a eu un camarade, David Gritz, qui est mort alors qu'il était en accord d'échange à l'université hébraïque de Jérusalem. C'était en 2002. Il était parti en 2002, étudier Lévinas, et on s'est mobilisé pour essayer de faire en sorte que l'administration à l'époque fasse quelque chose, et ça a été impossible. Finalement, son nom figure sur une des chaises de cet amphi Boutmi dont vous venez de dire un mot, mais ça a été très dur de faire quelque chose pour reconnaître la mémoire de ce garçon qui a publié son mémoire sur Lévinas et le visage de l'autre. Ça, c'était très difficile. Et donc, effectivement, les étudiants juifs, ils comprennent bien ce qui se joue lorsqu'on refuse l'entrée d'un amphi au motif qu'ils sont sionistes. Alors, la question, c'est juste de savoir si l'ensemble des Français comprend. Mais nous, on a bien compris. Alors Europe 1 sera tout à l'heure, d'ailleurs à partir de 8h devant Sciences Po. On va essayer de suivre ce fameux Town Hall, voir ce qui s'y dit, mais a priori c'est fermé à la presse. Je profite de vous avoir en ligne, Noam Ohana, puisqu'aux dernières nouvelles, Tsahal serait sur le point d'entrer dans Rafah, donc au sud de la bande de Gaza, pour aller y chercher les dernières brigades du Hamas. Est-ce que vous vous attendez, vous, à être rappelé pour aller vous battre à Rafah? Je rappelle que vous avez combattu à Khan Younes, notamment au début de l'année. C'est exact. Écoutez, c'est une possibilité. On regarde avec un peu d'effroi la situation avec les otages israéliens qui sont dont on sait qu'il en reste assez peu en vie, et le Hamas qui a eu des offres après offres, dont la liste presque exhaustive de toutes ces requêtes, et qui continue, si noir, de refuser de faire un deal, dont cette jeune fille avec cette image de son bas de jogging ensanglanté, Naama Levi, qui elle aussi appartenait à un mouvement qui prenait le dialogue avec les Palestiniens et qui a l'âge de ces étudiants de Sciences Po et qui semble pas tellement les émouvoir. Eh bien, nous, notre réalité, c'est effectivement de se demander si on va devoir quitter nos familles pour aller se battre encore, pour peut-être protéger ces frontières qui sont les nôtres. Et on espère qu'on pourrait trouver une forme d'apaisement avec une intervention des États-Unis qui forcerait aussi ce gouvernement que beaucoup d'entre nous rejettent à faire un deal, à sauver les otages qui peuvent l'être, et rapporter un peu aussi de sérénité aux civils à Gaza qui vivent des moments extrêmement difficiles et pour lesquels on n'a pas perdu un peu de notre humanité. Merci beaucoup Noam Ohana d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1 depuis Tel Aviv. Nous raconter votre Sciences Po dans lequel vous ne reconnaissez pas tellement celui d'aujourd'hui. Merci à vous Noam Ohana, bonne journée.